Mon avocat m'a écrit, urgent, appelez-moi. Il m'a révélé la terrible vérité sur ce qu'il a dit était choquant. Si cette histoire vous touche, donnez-lui un like. Partagez en commentaire ce que vous pensez de cette incroyable tournure d'événements. Parfois, un seul appel téléphonique révèle les secrets les plus sombres de ceux que nous aimons le plus, et en qui nous avons le plus confiance. Le message est arrivé à 17h12. Froid. Direct. Presque tranchant, appelez-moi immédiatement. Il venait de mon avocat le même qui s'occupait de ma vie depuis 15 ans. Maître François Dubois ne gaspillait jamais ses mots. Et à cet instant, mon cœur le savait déjà, quelque chose n'allait pas. Mais même dans mon pire cauchemar, je n'aurais pas pu imaginer ce que j'allais entendre. J'étais assis dans mon petit atelier de menuiserie à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse, où je travaillais depuis 34 ans. C'était un jeudi ordinaire. Je venais de terminer une commande pour Madame Leclerc, la restauration d'une armoire en chêne du XVIIIe siècle qui nécessitait une attention particulière. Mes mains, rugueuses par des décennies de travail avec le bois et les outils, reposaient encore sur le bois lisse quand mon téléphone a vibré. Le message WhatsApp est apparu sur l'écran. Bref. Ferme. Et complètement inhabituel pour Maître Dubois, qui préférait habituellement les lettres traditionnelles ou les emails formels. Mes mains tremblaient en composant le numéro. Pourquoi tremblaient-elles? Peut-être que mon subconscient avait déjà perçu les petits signaux d'alarme que j'avais ignorés ces dernières semaines. Le téléphone a sonné une seule fois avant que Maître Dubois ne décroche. Pierre, sa voix était endue, inhabituelle pour un homme qui était normalement le calme incarné. Il faut que nous nous rencontrions immédiatement. C'est à propos de votre famille. Des documents que vous avez signés. Des biens qui ont disparu. Et de qui vous les a pris. Mon estomac s'est noué. Que voulez-vous dire par « disparu » ? Pas au téléphone, Pierre. Venez à mon cabinet. Tout de suite. Le ton de sa voix ne souffrait aucune contradiction. J'ai rangé mes outils, fermé l'atelier et me suis dirigé vers le cabinet de Maître Dubois. Le trajet jusqu'au cabinet de Maître Dubois, rue de la République, m'a semblé une éternité. Chaque feu rouge était une torture. Mes pensées revenaient aux derniers mois, aux regards étranges de ma fille Élise, aux coups de téléphone précipités de mon fils Antoine qui se taisait quand j'entrais dans la pièce. Maintenant, ces petits détails prenaient soudain un sens. La manière nerveuse qu'avait Élise quand je demandais les relevés de compte. Les voyages d'affaires soudains d'Antoine, dont il ne voulait jamais parler. La façon dont Sylvie était toujours là quand le courrier important arrivait, et proposait de m'aider avec la gestion. Je me souvenais du moment, il y a 2 mois, où j'avais surpris Élise en train de fouiller dans mes documents dans la cuisine. Je cherche juste les anciennes recettes de maman, avait-elle dit. Comme j'avais été naïf de la croire. Ou il y a 3 semaines, quand Antoine m'avait soudain demandé si je connaissais encore mon numéro de compte par cœur. Juste par curiosité, papa. La génération plus âgée est souvent meilleure avec les chiffres. J'avais ri et le lui avais même dit. Une erreur qui maintenant me glaçait le sang. Ma femme Claire était morte d'un cancer il y a 3 ans. Depuis, j'avais tout fait pour laisser un héritage solide à mes enfants. La maison à Lyon, l'atelier, les économies de plus de 380 000 €, tout le fruit de 3 décennies de dur labeur. Claire et moi avions construit cette vie pierre par pierre. Je me souvenais encore de notre premier petit appartement à Villeurbanne, où nous avions commencé en 1985. 2 pièces, une cuisine minuscule, mais nous étions heureux. Claire travaillait comme secrétaire chez Ronde Poulenc, moi je faisais mon apprentissage de menuisier chez Bois et Tradition. Chaque centime, plus tard chaque euro, nous l'avions économisé. Pas de vacances coûteuses, pas d'articles de luxe. Au lieu de cela, nous investissions dans l'avenir de nos enfants. Antoine devait pouvoir étudier sans se soucier de l'argent. Élise devait pouvoir fréquenter l'école d'art dont elle rêvait. Quand Claire est tombée malade, nous avons même vendu notre voiture pour financer les meilleurs traitements. J'ai travaillé des heures supplémentaires tard dans la nuit pour payer les frais de thérapie que la sécurité sociale ne couvrait pas. Tout cela dans l'espoir qu'elle guérisse. Tout cela pour notre famille.
Claire est morte un mardi de mars. Je me souviens encore de ces derniers mots. Pierre, prends soin des enfants. Ils sont maintenant tout ce qui nous reste. Je lui avais promis que je serais toujours là pour eux. L'ironie du sort était qu'ils avaient décidé de ne pas être là pour moi. Maître Dubois m'a accueilli avec un visage que je ne lui avais jamais vu. Pâle. Inquiet. Presque effrayé. Son apparence habituellement impeccable semblait aujourd'hui un peu froissée. Sa cravate était de travers, ses cheveux ébouriffés, comme s'il s'y était passé les mains pendant des heures. « Pierre, asseyez-vous, dit-il en désignant le fauteuil en cuir devant son bureau. Ce que je vais vous dire va vous choquer. » Ses mains tremblaient légèrement en ouvrant un épais dossier et en sortant plusieurs documents. J'avais Maître Dubois comme avocat depuis 15 ans, mais je ne l'avais jamais vu si nerveux. Il y a 4 mois, vous avez prétendument signé une procuration générale donnant à votre fille Élise le contrôle complet de tous vos biens. C'est impossible, l'ai-je interrompu. Je n'ai jamais. C'est ce que je pensais aussi. Maître Dubois a posé un document devant moi. Mais voici votre signature. Ou plutôt, une très bonne contrefaçon. Mes mains tremblaient en examinant le papier. La signature ressemblait effectivement à la mienne, mais quelque chose clochait. La façon dont j'écrivais le P de Pierre était subtilement différente. L'arc était trop régulier, trop parfait. Ma vraie signature avait une petite irrégularité à la fin du P, due à un ancien accident avec un rabot. Ma main droite était devenue légèrement raide. « Ce n'est pas moi, ai-je murmuré. Je le sais. Mais ce n'est pas le pire. Maître Dubois a sorti d'autres documents. Avec cette fausse procuration, Élise a déjà commencé à transférer vos biens. La maison a été vendue pour 520 000 € bien en dessous de sa valeur marchande d'au moins 680 000 €. L'argent a été transféré sur un compte qu'elle gère avec votre fils Antoine. Le monde autour de moi a commencé à tourner. Mes propres enfants. Ça empire, Pierre. La voix de Maître Dubois est devenue un murmure. Votre atelier a déjà été mis en vente. Et vos économies. 312 000 € ont été retirés de votre compte ces 2 dernières semaines. Je me suis levé d'un bond, ma chaise est tombée. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais. Asseyez-vous, Pierre. Il y a autre chose. Maître Dubois m'a tendu un verre d'eau. J'ai engagé un détective privé pour enquêter sur cette affaire. Ce qu'il a découvert est troublant. Il a ouvert son ordinateur portable et l'a tourné vers moi. À l'écran, il y avait des virements bancaires. L'un après l'autre. De petits montants de 9 900 € juste en dessous du seuil de déclaration de 10 000 €. Ils étaient malins, murmura Maître Dubois. Chaque virement juste en dessous du montant qui est automatiquement signalé aux autorités. 52 virements ces 3 derniers mois. Il a continué à cliquer. Voici où est allé l'argent. Des comptes au Luxembourg, en Suisse, même aux îles Caïmans. Sylvie a monté un réseau international. Mais comment ont-ils pu avoir mon code PIN? Mes codes de sécurité? Maître Dubois m'a montré un autre dossier. Élise travaille à temps partiel dans une société informatique depuis 2 ans. Elle a accès à des logiciels qui permettent de pirater les données bancaires. En plus de ça, il hésita. Ils ont installé une caméra dans votre domicile. Dans le salon, caché dans un cadre photo. Mon sang s'est figé. Ils m'ont surveillé. Pendant des semaines. Ils ont vu comment vous tapez vos codes PIN, comment vous rangez vos documents, quand vous partez au travail. Il a ouvert un ordinateur portable et l'a tourné vers moi. À l'écran, il y avait une photo d'Antoine et Élise dans un restaurant cher du Vieux-Lyon. Ils riaient, tenaient des verres de champagne à la main. Cette photo a été prise la semaine dernière. Au Paul Bocuse. Le dîner a coûté 380 €. Maître Dubois a continué à cliquer. Voici Antoine devant une concession BMW. Il a acheté un X5 de 78 000 € le mois dernier. Payé comptant. Mon cœur battait la chamade. Mes propres enfants, que j'avais élevés,
que j'avais consolé et soutenu après la mort de Claire, m'avait volé. Mais attendez, dit Maître Dubois, il y a un troisième complice. Un troisième. Ma voix était à peine audible. Maître Dubois hocha gravement la tête. La sœur de Claire, Sylvie. Sylvie. La femme qui avait été si serviable après la mort de Claire. Qui m'avait proposé d'aider à gérer les finances. Que je considérais comme une seconde mère pour mes enfants. Sylvie avait 49 ans et travaillait comme comptable dans une entreprise de taille moyenne à Lyon-Pardieu. Extérieurement, elle avait été la belle-sœur parfaite. Toujours serviable, toujours là quand j'avais besoin d'elle. Elle m'avait même aidé pour les funérailles, s'occupant de toutes les formalités pendant que je pouvais à peine tenir debout de chagrin. Sylvie a dirigé les enfants, continua Maître Dubois. C'est elle qui a élaboré le plan. Elle connaissait vos économies, vos habitudes, votre signature. Elle a même soudoyé un notaire Maître Moreau du cabinet Moreau et associé pour authentifier les faux documents. Il m'a montré d'autres photos. Sylvie et Maître Moreau dans un café sur les quais du Rhône. Une enveloppe échangée entre eux. Nous estimons qu'ils contrôlent déjà plus de 450 000 € de vos biens, dit doucement Maître Dubois. Et ils n'ont pas fini. La semaine prochaine, votre assurance vie doit également être transférée. Je fixais les photos, les visages des gens que j'avais aimés et à qui j'avais fait confiance. Des gens pour qui j'avais travaillé toute ma vie. Que puis-je faire, ai-je demandé d'une voix étranglée. Maître Dubois a souri pour la première fois de la journée. C'était un sourire froid, mais déterminé. Pierre, nous allons tous les faire tomber. Chacun d'entre eux. Les jours suivants ont été un cauchemar de planification et de préparation. Maître Dubois avait des contacts dans toute la France d'autres avocats, des détectives privés, même des contacts avec la police. Nous construisions un dossier qui était étanche. Je pouvais à peine dormir. Chaque nuit, je restais éveillé en repensant aux années passées. À tous les signes que j'avais manqués. À toutes les fois où j'aurais dû être plus sceptique. Maître Dubois organisait tout avec une précision militaire. Pierre, m'a-t-il dit le deuxième jour de notre collaboration, nous n'avons qu'une seule chance. S'ils s'aperçoivent que nous sommes sur leur piste, ils transféreront le reste de l'argent à l'étranger et disparaîtront. Nous devons être rapides et minutieux. D'abord, nous devions prouver que la signature était fausse. Maître Dubois m'a envoyé chez un graphologue à Paris, l'un des meilleurs de France. Docteur. Martin était un homme petit et mince avec d'épaisses lunettes, qui avait consacré sa vie à l'analyse de l'écriture. La contrefaçon est bonne, expliqua Docteur. Martin après 3 heures d'analyse méticuleuse, mais pas parfaite. Voyez ici. Il montrait un détail sous une loupe. La pression du stylo est anormalement uniforme. Une vraie signature a des variations naturelles de pression. Celle-ci a été tracée avec grand soin, probablement avec un modèle. Il m'a montré d'autres détails. De plus, il manque ici le tremblement caractéristique de votre main droite. Vous m'avez dit que vous aviez eu un accident il y a des années? Oui, un rabot a dérapé. Depuis, ma main est un peu raide. C'est exactement ce que je vois dans vos vraies signatures. Ici. Il m'a montré une signature d'il y a 2 ans. Cette irrégularité minime est votre empreinte digitale personnelle. Elle ne peut pas être imitée sans la connaître. C'était notre première preuve. Ensuite, nous devions découvrir le réseau des complices. Le détective privé, M. Garnier, un ancien commissaire de la police de Lyon, surveillait discrètement ma famille. Garnier était un homme d'environ 58 ans, cheveux gris, yeux perçants qui ne manquaient rien. Ce qu'il a découvert dépassait même nos pires craintes. Il se rencontre tous les mercredis dans l'appartement de Sylvie à Lyon-Villeurbanne, rapporta Garnier en me remettant un épais dossier de photos et documents. Là, il planifie les prochaines étapes. Antoine et Élise sont profondément endettés par le jeu. Antoine doit à lui seul plus de 105 000 € au casino de Divonne-les-Bains. Mais ce n'est pas tout. Il m'a montré des relevés de cartes de crédit qu'il avait obtenus par ses contacts. Élise a dépensé plus de 28 000 € en articles de luxe ces 3 derniers mois.
Sac à main de créateur, bijoux, vêtements coûteux. Elle vit déjà comme si votre argent était le sien. Garnier a tourné vers une autre photo. Et voici Sylvie à la Banque de France rue de la Barre. Elle y a loué un coffre-fort probablement pour cacher de l'argent liquide et des documents qu'elle ne veut pas garder chez elle. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Mes enfants n'avaient pas agi par pure cupidité, mais par désespoir. Mais cela ne rendait pas leur trahison moins douloureuse. Sylvie et la cervelle, continua Garnier. Elle a les contacts, elle a élaboré le plan. Mais elle fait une erreur, elle devient gourmande. Que voulez-vous dire? Elle prévoit aussi de vendre la tombe familiale au cimetière de Loyasse. Le lieu de repos de Claire. C'est son erreur aller trop loin. Garnier m'a montré d'autres documents. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi découvert qu'Antoine n'a pas seulement des dettes de jeu. Il a aussi vendu de la drogue, de la cocaïne qu'il a reçue de ses créanciers à Divonne. Élise le savait et l'a aidé à blanchir les bénéfices. De la drogue? Ma tête tournait. Mon fils vend de la drogue? De petites quantités, principalement à des gens dans les quartiers chics de Lyon. Presqu'île, 6e arrondissement. Il utilisait ses contacts du casino pour trouver des clients riches. Garnier a ouvert un autre dossier. Voici des photos de lui lors d'échanges. Et ici. Il m'a montré des messages sur un téléphone. Messages WhatsApp entre lui et Élise où il parle du projet familial, c'est comme ça qu'ils appelaient votre vol. Un message d'Élise à Antoine ressortait particulièrement, astérisque, papa ne s'apercevra jamais de rien. Il fait trop confiance. Si nous sommes prudents, nous pouvons tout prendre et il pensera qu'il l'a juste oublié. Astérisque. La réponse d'Antoine, Sylvie dit qu'on peut même le faire interner dans une maison de retraite s'il pose des questions. Elle connaît des médecins qui confirmeraient qu'il est dément. Le tournant est arrivé un jeudi soir pluvieux de novembre. Garnier avait installé des micros dans l'appartement de Sylvie parfaitement légal car il faisait partie d'une enquête pour escroquerie autorisée. Maître Dubois et moi étions assis dans son cabinet et écoutions la transmission en direct. Dehors, la pluie battait contre les fenêtres du cabinet rue de la République. La lumière des réverbères projetait de longues ombres dans la pièce. La qualité d'enregistrement est excellente, murmura Maître Dubois en augmentant le volume. Ils n'ont aucune idée que nous écoutons. Au début, nous n'entendions que des conversations quotidiennes. Sylvie se plaignait de son propriétaire. Antoine discutait de football. Élise parlait d'un problème au travail. Mais alors le ton a changé. Alors, dit Sylvie d'une voix que je ne lui avais jamais entendue froide et professionnelle, où en sommes-nous avec l'assurance vie de Pierre? Les papiers sont presque prêts, répondit Élise. Maître Moreau dit que nous n'avons besoin que d'une signature de papa, et alors nous pourrons aussi transférer les 170 000 € de l'assurance vie. Et s'il refuse de signer, demanda Antoine. Sylvie rit. C'était un son qui me glaça le sang. Alors nous lui expliquerons qu'il n'a pas le choix. Nous avons rassemblé assez de documentation médicale pour prouver qu'il n'est plus mentalement capable de prendre de telles décisions. Mais papa a toute sa tête, dit Élise avec hésitation. Ça n'a pas d'importance, répliqua sèchement Sylvie. Docteur Rousseau de la clinique psychiatrique est un vieil ami. Pour 6 000 €, il confirmera que Pierre souffre de démence. J'ai saisi le bras de Maître Dubois. Mes mains tremblaient de manière incontrôlable. Papa est si naïf, la voix d'Élise résonnait clairement dans les haut-parleurs. Il n'a jamais soupçonné ce que nous avons fait. Oui, répondit Antoine, et il ne le saura jamais. Quand il s'en rendra compte, nous aurons tout caché en sécurité. La voix de Sylvie était froide et calculée, dans 2 semaines, l'assurance vie sera aussi transférée. Alors nous aurons plus de 650 000 €. Assez pour payer vos dettes et vivre encore une belle vie. Et qu'est-ce qui arrivera à papa? Demanda Élise. Sylvie rit. Un rire froid et sans cœur. Pierre? Il vivra dans son petit appartement, de sa modeste pension. Il a travaillé toute sa vie, maintenant c'est son tour de se reposer. Pour toujours. Mais s'il devient méfiant.
Alors nous ferons en sorte qu'il soit déclaré inapte. Maître Moreau a des contacts avec des psychiatres. Il ne serait pas difficile de prouver que la perte de sa femme l'a rendu mentalement instable. J'ai dû quitter le cabinet. J'ai couru aux toilettes et j'ai vomi. Mes propres enfants. La sœur de ma défunte épouse. Il ne prévoyait pas seulement de me ruiner financièrement, mais aussi de remettre en question ma santé mentale. Maître Dubois m'a trouvé 10 minutes plus tard, recroquevillé sur le sol des toilettes. « Pierre, dit-il doucement, maintenant nous les tenons. » Le piège a été soigneusement tendu. Maître Dubois a contacté un juge à Lyon, un vieil ami, et a demandé un mandat de perquisition. En même temps, nous avons travaillé avec le parquet pour nous assurer que tous les complices pourraient être arrêtés en même temps. Le procureur, Maître Lemoine, était un homme expérimenté qui avait déjà traité des centaines de cas d'escroquerie. « Cette affaire est particulièrement perfide », m'a-t-il dit lors de notre première rencontre. Les escroqueries familiales comptent parmi les crimes les plus douloureux que nous poursuivons. Mais je voulais les confronter avant que la police n'arrive. Je voulais voir dans leurs yeux quand ils réaliseraient que leur plan parfait s'effondrait. Un mercredi à 19h, je suis allé chez Sylvie. Je savais qu'ils seraient tous là pour leur réunion de planification hebdomadaire. Garnier et Maître Dubois attendaient dans une voiture au coin de la rue. La police arriverait dans exactement 30 minutes. J'ai frappé à la porte de Sylvie. Élise a ouvert. « Papa. » Elle semblait surprise, mais s'efforçait de sourire. « Qu'est-ce que tu fais ici? »« Je dois parler à vous tous, » ai-je dit d'une voix calme. Je suis entré dans l'appartement. Antoine était assis sur le canapé, un ordinateur portable ouvert devant lui. Sylvie se tenait près de la fenêtre, un verre de vin rouge à la main. Ils avaient tous l'air si normaux. Comme s'ils ne détruisaient pas ma vie. « Asseyez-vous tous, » ai-je dit. Quelque chose dans mon ton les a fait s'arrêter. Élise et Antoine ont échangé des regards nerveux. « Papa, tout va bien ?» demanda Antoine. « Non, Antoine. Tout ne va pas bien. » J'ai tiré une chaise et me suis assis face à eux. « Rien ne va. » Sylvie a posé son verre de vin. « Pierre, que veux-tu dire? » « Je veux dire les 380 000 € que vous avez volés sur mon compte. Je veux dire la maison que vous avez vendue sans que je le sache. Je veux dire la fausse procuration, la corruption du notaire et votre plan de me faire déclarer fou. » Le silence dans la pièce était assourdissant. Élise fut la première à parler. « Papa, de quoi parles-tu? Nous n'avons rien. » Astérisque, astérisque, tais-toi. Astérisque, astérisque, ma voix a tonné dans l'appartement. Tais-toi simplement, Élise. J'ai tout entendu. Chaque mot. Chaque mensonge. Chacun de vos plans dégoûtants. Antoine est devenu pâle. Papa, laisse-moi expliquer. Expliquer. J'ai ri amèrement. Qu'est-ce que tu veux expliquer, Antoine? Comment tu as acheté une BMW de 78 000 € alors que je pensais que tu avais des problèmes d'argent? Ou comment tu as prévu de vendre même la tombe de maman? Sylvie fut la première à retrouver sa contenance. Pierre, tu comprends mal. Nous voulions seulement. Vous vouliez seulement quoi? Me ruiner? Me voler? Me détruire? Je me suis levé. 3 ans, Sylvie. 3 ans tu as été là pour moi après la mort de Claire. Je t'ai fait confiance comme à une sœur. Et tout ce temps, tu planifiais de me voler. Tu ne comprends pas. Sylvie s'est levée d'un bond, son visage rouge de colère et de désespoir. Tu t'assieds sur tout cet argent pendant que tes enfants souffrent. Antoine était sur le point de se faire casser les genoux. Élise était menacée par des usuriers. Alors vous auriez dû venir me voir. Ma voix tremblait d'émotion. Je suis leur père. Je les aurais aidés. J'aurais tout fait pour les protéger. Tu nous aurais jugés, murmura Élise à travers ses larmes. Jugés. Je me suis tourné vers elle. Élise, je t'ai élevée. J'étais à chaque fête scolaire, à chaque maladie, à chaque chagrin d'amour. Quand t'ai-je jamais jugé?
Antoine fut celui qui dit la vérité. D'une voix tremblante, c'était seulement 105 000 €, papa. Seulement 105 000. Tu en as tellement plus. Astérisque astérisque seulement, astérisque astérisque, le mot est sorti de moi comme un coup de tonnerre. Antoine, sais-tu combien de temps j'ai travaillé pour économiser 105 000 €? Sais-tu combien de journées de 12 heures c'était? Combien de week-ends sans pause? Je suis allé à la fenêtre et me suis retourné vers eux. Te souviens-tu quand tu avais 12 ans et que le vélo de ton ami te plaisait tant? Il coûtait 420 €. J'ai travaillé tous les soirs jusqu'à 23 heures dans l'atelier pendant 2 mois pour te gagner l'argent pour ton propre vélo. Antoine a baissé la tête. Et toi, Élise, je me suis tourné vers ma fille, quand tu avais 16 ans et que tu voulais absolument aller à Paris avec ta classe. 480 €. J'ai sauté mon déjeuner pendant 3 semaines et n'ai mangé que du pain pour économiser l'argent. Élise pleurait maintenant sans retenue. Vous deux étiez ma vie. Après la mort de maman, vous étiez tout ce qui me restait. Et vous? Ma voix se brisa. Vous ne m'avez pas seulement volé de l'argent. Vous avez volé mon amour. Ma confiance. Ma famille. Sylvie s'est levée, son visage déformé par la colère. Tu étais trop avare. Tu t'es assis sur l'argent comme un dragon. Les enfants ont souffert. Souffert. J'ai ri amèrement. Élise, montre à Sylvie ton nouveau sac Louis Vuitton. Celui à 2500 €. Antoine, parle-lui de ta BMW. Vous n'avez pas souffert, vous avez vendu ma souffrance. Élise a commencé à pleurer. Papa, je suis désolé. Ce n'était pas. Ce n'était pas quoi? Pas ton idée? Pas ta faute. J'ai secoué la tête. Sais-tu ce qui est le pire? Vous n'avez pas seulement volé mon argent. Vous avez volé ma confiance. Mon amour. Ma famille. Dehors, j'ai entendu des sirènes. La police arrive, ai-je dit calmement. Dans quelques minutes, vous serez tous arrêtés. Maître Moreau a déjà été arrêté ce matin. Nous avons des preuves de tous les faux documents, la corruption, les transferts. Tout. Sylvie a sauté sur ses pieds. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes de la famille. Astérisque astérisque famille, astérisque astérisque, je l'ai regardé avec une froideur que je n'aurais jamais cru possible. La famille ne se vole pas mutuellement. La famille ne ment pas. La famille ne prévoit pas de se détruire mutuellement. Les sirènes se rapprochaient. C'est fini, ai-je dit doucement. Tout est fini. Les arrestations ont été rapides et complètes. Antoine, Élise et Sylvie ont tous été emmenés menottes au poignet. Maître Moreau avait déjà passé des aveux et témoigné contre les autres, dans l'espoir d'une peine plus clémente. Je me tenais à la fenêtre de l'appartement de Sylvie et regardais les voitures de police s'éloigner. Dans l'une d'elles étaient assis mes enfants. Les enfants que j'avais élevés, aimés et pour qui j'avais travaillé toute ma vie. Maître Dubois m'a posé la main sur l'épaule. Pierre, c'était la bonne chose à faire. Oui, ai-je dit doucement. Mais ça fait quand même mal. Dans les semaines qui ont suivi, toute l'ampleur de leur escroquerie s'est révélée. Ils n'avaient pas seulement volé moi, mais aussi d'autres membres de la famille. Un oncle à Marseille avait été escroqué de 48 000 €. Une cousine à Toulouse avait perdu 26 000 €. Mais les enquêtes du parquet ont révélé des détails encore plus choquants. Sylvie planifiait des escroqueries similaires depuis des années. Dans son appartement, les enquêteurs ont trouvé un dossier entier avec des copies de papiers d'identité, des échantillons de signatures et des informations personnelles sur des membres de la famille. Elle collectait systématiquement des informations, m'expliqua le procureur Maître Lemoine lors d'une de nos rencontres. Compte bancaire, habitudes, même des informations médicales. Ce n'était pas un plan spontané, c'était une préparation de plusieurs années. Les enquêteurs ont aussi trouvé des emails entre Sylvie et Maître Moreau qui remontaient à 2019, un an après la mort de Claire. Elle avait déjà commencé à documenter mon état émotionnel à l'époque, probablement pour pouvoir prétendre plus tard que je n'étais plus capable d'agir.
Sylvie avait construit tout un réseau de complices. De faux notaires, des employés de banque corrompus, même un psychiatre qui aurait été prêt à établir de faux rapports. Le procès a duré 9 mois. J'ai dû témoigner souvent, revivre les détails douloureux encore et encore. Mais chaque jour qui passait, avec chaque preuve présentée, je me sentais plus fort. Le procès s'est tenu au tribunal de grande instance de Lyon. Salle 103. Je n'oublierai jamais cette pièce. Les hauts plafonds, les lambris lourds en bois, la façon dont la lumière tombait par les grandes fenêtres et éclairait les visages des accusés. Le procureur Maître Lemoine était impitoyable. Il a présenté chaque détail de leur crime avec une précision chirurgicale. Les faux documents, les virements bancaires, les messages WhatsApp. Il a même fait passer les enregistrements de l'appartement de Sylvie. Quand la voix d'Élise a résonné dans la salle d'audience, « Papa est si naïf », j'ai vu qu'elle sursautait. C'était le moment où elle s'est rendue compte que ses propres mots la condamnaient. L'avocat d'Antoine a essayé de plaider la clémence. Mon client était désespéré, Monsieur le Président. L'addiction au jeu est une maladie. Mais Maître Lemoine a répliqué brutalement, Monsieur Antoine Moreau n'a pas seulement volé son père. Il a vendu de la drogue. Il a blanchi de l'argent. Il a participé à une association de malfaiteurs. Ce ne sont pas les actes d'un homme malade, ce sont les actes d'un criminel. Le point culminant est venu quand Sylvie elle-même a témoigné. Elle a essayé d'attribuer tout à sa préoccupation pour la famille. Pierre n'était plus le même après la mort de Claire, mentit-elle devant le juge. Il était confus, oublieux. Je voulais seulement protéger le patrimoine familial. C'est alors que je me suis levé. Monsieur le Président, puis-je dire quelque chose? Le juge docteur Fontaine a hoché la tête. Sylvie Moreau, ai-je dit en la regardant directement, vous avez exploité mon deuil. Vous avez exploité ma solitude. Vous avez exploité la confiance que je vous ai accordée après la mort de ma femme. Vous n'êtes pas seulement une voleuse, vous êtes un prédateur qui se nourrit de la douleur des autres. Le silence dans la salle d'audience était assourdissant. Maître Dubois était infatigable. Il a suivi chaque euro qu'ils avaient volé. Il a trouvé des comptes cachés en Suisse, des investissements dans des sociétés douteuses, même des bijoux que Sylvie avait achetés avec mon argent. Les verdicts étaient sévères, mais justes. Sylvie a reçu 4 ans et demi de prison pour escroquerie organisée, faux et usage de faux et corruption. Antoine et Élise ont chacun reçu 3 ans. Maître Moreau a été condamné à 3 ans et demi et a perdu le droit d'exercer comme notaire. Mais le plus important, j'ai récupéré mon argent. Presque tout. 523 000 € ont été récupérés à partir de comptes saisis et de biens vendus. Je n'ai pas pu racheter ma maison, les nouveaux propriétaires étaient des acheteurs innocents. Mais avec l'argent, j'ai pu acheter un bel appartement à Lyon-Croix-Rousse, à seulement quelques pâtés de maison de mon ancien atelier. Je suis retourné au travail. La menuiserie était ma thérapie. La sensation du bois sous mes mains, l'odeur de la sciure, le bruit des machines, cela me rendait ma vie. Mais les cicatrices émotionnelles ont guéri plus lentement. 18 mois après le procès, j'ai reçu une lettre. Elle venait du centre pénitentiaire de Lyon-Corba. D'Élise. Cher papa. Je sais que je n'ai pas le droit de t'écrire. Je sais que les mots ne peuvent pas défaire ce que j'ai fait. Mais je dois essayer. Chaque jour, je pense à comment nous avons pu aller si loin. Comment moi ta fille, que tu as élevée et aimée, j'ai pu te trahir ainsi. Les dettes de jeu étaient réelles, papa. Antoine et moi étions désespérés. Mais ce n'est pas une excuse. Rien n'excuse ce que nous avons fait. Sylvie nous a convaincus que c'était un moyen de résoudre nos problèmes sans te faire de mal. Elle disait que tu ne t'en apercevrais jamais. Elle disait que tu en avais assez pour tout le monde. Astérisque, mais je sais maintenant que c'étaient tous des mensonges. Elle nous a manipulés, comme elle t'a manipulé, astérisque. Je n'attends pas le pardon, papa. Je ne le mérite pas. Mais je voulais que tu saches, il ne se passe pas un jour sans que je regrette ce que j'ai fait. Tu étais le meilleur père qu'un enfant puisse souhaiter. Et j'étais la pire fille.
Je t'aime, papa. Je n'ai jamais cessé. Astérisque Élise astérisque. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis je l'ai posée et me suis fait une tasse de café. 2 semaines plus tard, j'ai répondu. Élise. J'ai lu ta lettre. Je comprends ton repentir et je crois qu'il est sincère. Mais le pardon n'est pas quelque chose qu'on écrit dans une lettre. C'est quelque chose qui demande du temps. Détruire la confiance prend un moment. La reconstruire prend des années. Tu es toujours ma fille. Ça ne changera jamais. Mais la relation que nous avions est morte le jour où vous m'avez trahi. Si une nouvelle relation peut naître, je ne sais pas. Cela dépend de beaucoup de choses. Du temps. Des actes, pas seulement des mots. De la volonté d'accepter les conséquences. Quand tu sortiras de prison, nous verrons. Peut-être y a-t-il un chemin de retour. Peut-être pas. Papa. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, je suis assis dans mon nouvel atelier. Il est plus petit que l'ancien, mais il est à moi. À moi tout seul. L'atelier se trouve dans une cour tranquille de la Croix-Rousse, entourée de vieux marronniers. Chaque matin à 7 heures, j'ouvre les lourdes portes en bois et je respire l'odeur familière du bois et de la colle. Ici, je ne travaille plus seulement pour gagner ma vie, ici je crée des œuvres d'art. Des meubles faits main pour des clients qui apprécient la qualité. Mes clients habituels sont restés, malgré tout. Madame Leclerc fait encore restaurer ses meubles anciens par mois. Monsieur Dubois commande régulièrement des étagères sur mesure pour sa librairie. Ils savent ce qui s'est passé, mais ils ne m'ont jamais traité différemment. C'est ça, la vraie loyauté. Le soir, quand l'atelier devient silencieux, je travaille souvent sur des projets personnels. Je construis un coffre avec le bois du vieux cerisier qui se trouvait dans notre ancien jardin. Le nouveau propriétaire de la maison l'a fait abattre, mais j'ai pu récupérer le bois. C'est ma façon de préserver un morceau du passé sans y rester prisonnier. Antoine ne m'a jamais écrit. Après sa libération, il a déménagé à Marseille. Élise vit maintenant à Toulouse et travaille dans un centre d'appel. Nous parlons tous les quelques mois. Des conversations courtes et polies. C'est encore un long chemin vers la guérison, mais c'est un début. Notre dernière conversation était en mars. Elle a appelé pour m'annoncer son 36e anniversaire. Non, ce n'est pas ça. Elle a appelé pour me dire qu'elle était enceinte. J'attends un bébé, papa, dit-elle d'une voix tremblante. Un garçon. Je voudrais qu'il connaisse son grand-père. J'ai gardé le silence longtemps. Comment vas-tu lui expliquer pourquoi je n'ai pas été dans votre vie pendant 3 ans? Je lui dirai la vérité, murmura-t-elle. Que sa mère a fait une grave erreur. Qu'elle a blessé le meilleur homme du monde. Et qu'elle regrette chaque jour ce qu'elle a fait. Et le père? Un homme bien. Thomas. Il sait tout sur ce qui s'est passé. Il dit que chacun mérite une seconde chance. J'ai pensé à Claire. Que voudrait-elle? Voudrait-elle que je donne à mon petit-fils une chance de me connaître? Nous verrons, Élise, ai-je dit finalement. Étape par étape. C'est compliqué, le pardon. Ce n'est pas quelque chose qu'on décide. C'est quelque chose qui grandit. Lentement. Jour après jour. Sylvie, je ne l'ai jamais revue. Elle a été expulsée vers la Belgique après sa libération, d'où elle venait originellement. Maître Dubois est toujours mon avocat et est devenu un vrai ami. Il m'a aidé non seulement à récupérer mon argent, mais aussi ma confiance dans le système judiciaire. J'ai appris que la famille est plus que les liens du sang. Ma vraie famille se compose maintenant de gens comme Maître Dubois, de mes vieux amis du quartier, des jeunes apprentis dans mon atelier qui m'appellent Papy Pierre. Ils ne m'ont pas volé l'argent que j'avais économisé en 30 ans de travail. Mais ils m'ont pris quelque chose de bien plus précieux, l'innocence de croire que la famille reste toujours la famille. Cependant, ils m'ont aussi donné quelque chose d'inattendu, la force de reconnaître que je ne dépends pas d'eux. Que je peux créer ma propre vie, ma propre dignité, mon propre bonheur. Parfois je pense à ce que Maître Dubois m'a dit une fois, Pierre, ils n'ont pas volé votre patrimoine.
Ils vous ont montré quel est votre vrai patrimoine, votre intégrité, votre force, votre capacité à vous relever même après la plus grande trahison. J'ai aussi appris que vengeance et justice sont deux choses différentes. La vengeance aurait signifié les blesser comme ils m'avaient blessé. La justice a signifié mettre la vérité au jour et les laisser subir les conséquences de leurs décisions. Il y a des nuits où je me réveille et n'arrive toujours pas à croire que c'est arrivé. Que les gens que j'ai le plus aimés ont pu me trahir si profondément. Mais alors je me lève, je me fais un café et je vais dans mon atelier. Là, entouré du bois et des outils qui ont été mes compagnons toute ma vie, je trouve la paix. Chaque morceau de bois que je travaille, chaque meuble que je crée, est un acte de création après tant de destruction. Récemment, un jeune homme est venu me voir, Thomas le compagnon d'Élise. Il voulait apprendre à construire un berceau pour le bébé à venir. Je lui ai montré pendant 3 heures comment traiter le bois correctement, comment respecter les fibres, comment créer quelque chose de beau et de durable. À la fin, il m'a dit, « Monsieur Moreau, je ne comprends pas comment quelqu'un peut trahir un homme comme vous. » J'ai souri tristement. Parfois, les gens ne comprennent pas la valeur de ce qu'ils ont jusqu'à ce qu'il ait perdu. Le message de mon avocat, « Appelez-moi immédiatement », était le début du pire chapitre de ma vie. Mais c'était aussi le début du plus fort. Parfois, quand je suis assis le soir dans mon atelier et que je travaille sur un nouveau projet, je pense à quel point ils étaient proches de me détruire. Mais ils ont fait une erreur cruciale, ils ont sous-estimé à quel point un homme peut être fort quand il n'a plus rien à perdre. Et à ce moment-là, quand tout semblait perdu, j'ai découvert qui j'étais vraiment. Pas le père naïf qui croyait tout. Pas la victime qui souffrait en silence. Mais un homme qui peut se battre. Un homme qui peut gagner. Un homme qui a reconquis sa propre vie. Tu as lu jusqu'à la fin. Cela signifie que cette histoire t'a touché. Donne un like à cette vidéo et partage en commentaire ce que tu penses de cette incroyable tournure d'événements. Parfois, on doit tout perdre pour réaliser ce qu'on vaut vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci, qui montrent que la justice trouve toujours un chemin même s'il passe par les vallées les plus sombres.